En fait, je peux me présenter un petit peu. J'enseigne ici dans cette médiathèque et Caroline Corson qui dirige la médiathèque. Merci d'avoir eu l'idée d'inviter deux auteurs à discuter parce que j'ai donc dessiné et écrit un livre sur Évry puisque, à la différence de mon voisin, je suis évrophile, évropathe. J'aime l'idée des villes nouvelles et c'est une notion qu'il a assez questionnée en fait dans l'ensemble de son travail. Et c'est pour ça que l'idée de dialoguer avec quelqu'un de brillant et avec lequel on ne sera peut-être pas d'accord, c'est encore plus intéressant pour tout le monde. Donc je vous propose de présenter son travail et puis dans la dernière partie que vous puissiez poser des questions et puis que vous puissiez dire si ça ne vous plaît pas, puisque c'est tout à fait ouvert. Et après, Caroline, on pourra dédicacer des livres d'Aurélien. Parce qu'on fait, ça c'est le prof qui parle, on fait attention à l'horaire. Si ça va pour tout le monde. Et donc, j'ai en effet montré des couvertures des livres que j'ai classés un peu par ordre chronologique, puisque tu aimes beaucoup changer de coiffure déjà. Jeune tête, oui, jeune tête. Et vraiment régulièrement. Et alors, il y a un petit lien de Houellebecq quand même, l'air de rien, je l'ai attrapé, mais dans Plateforme, il y a des bandes qui se battent à Évry, à un coup de batte de baseball et de bonbonnes d'acide sulfurique, donc... Absolument, à l'époque, c'était le siège du groupe qu'il appelle Aurore, qui était le groupe Accor, ouais, oui. Dont on voyait la pyramide au bord de la Cisse. Ouais. Oui, qui est tout près d'ici, en fait. Tu es né dans... j'ai tutoyé. On peut, dans ouais. Les années 90, en 80. Non, mais 90, ça me fait plaisir, mais non, je suis né en 80. Et donc, on va pas parler que d'Évry, on va parler de toute l'Essonne et puis du travail aussi. C'est le deuxième sujet qui m'intéresse, que j'enseigne l'histoire de l'art, c'est le rapport à la modernité, en fait, qu'on retrouve dans il est passé là. Dans le Benjamin, notamment, c'est-à-dire toutes les choses qui ont construit l'idée moderne d'une France prospère qui va avec les 30 Glorieuses, dont la ville nouvelle, et que tu questionnes régulièrement. On va dire ça comme ça. Alors, 2012, la théorie de l'information. 2014, l'aménagement du territoire. Je fais un balayage. 2017, le Grand Paris. Eurodance, qui est une pièce de théâtre. Absolument. Je vais montrer 2-3 extraits où tu parles, comme ça tu pourras commenter ce que tu dis de toi-même. Ce qui est assez pratique, ce qui permet, quand il n'y a pas d'invité... de tenir sans lui. Voilà, comme Le continent de la douceur, télé-réalité en 2022, le XXe siècle. Alors là, s'il y a quelque chose autour de la modernité, ce Benjamin, la figure de la modernité, tous les profs d'histoire de l'art passent par là. Et donc... je lisais que tu avais... enfin non, tu le dis toi-même d'ailleurs. On le retrouve là, la vocation d'écrivain éclot à 12 ans. Et donc je te cite, je parle à ta place. Et tu m'interromps si tu n'es pas d'accord avec toi. Si c'est faux. Des fois je dis des choses fausses, après je peux rien dire si je l'ai dit. Ouais. Voilà, si je caricature, et d'être né dans un pays taiseux, donc on est plutôt dans la Mayenne. Absolument, ville de naissance. Où l'on entend des bondieuseries, où l'on parle patois, où la dévotion est forte. Finalement tu es resté assez peu, en fait tu y retournes régulièrement. Puis d'avoir été prélevé par la République et propulsé dans la modernité d'une zone pavillonnaire de banlieue parisienne, donc Mency que vous avez vu. Tout a été fait pour que j'adore la modernité, le Concorde ou les centrales nucléaires. C'est là où, moi je suis né en 72, donc ça fait un écart, mais j'ai grandi à peu près dans le même bideron d'adorer la modernité, toutes ces choses qui guident les villes nouvelles, mais après le TGV que tu cites, mais aussi les centres commerciaux. Comme une grande passion pour les centres commerciaux qu'on va revoir. Moi, le gros sujet, c'était pas Évry 2, c'était l'ouverture de Ville-Abbé, de Carrefour Ville-Abbé, parce que je l'ai vraiment vu naître sous mes yeux. C'était très exaltant. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on soit en commun intéressé par des choses qui, à première vue, n'intéressent pas grand monde, mais qu'en retravaillant... parce que quand j'écris et dessine... l'Essonne, au premier temps, et puis sur Évry encore plus, on me dit que je suis complètement fou. Et puis, au bout d'un moment, il y a toujours un rapport un peu affectif avec « Ah, ben c'est mieux que je croyais ». Et le dessin me permet ça, en fait, c'est la différence. Et donc, tu y dis si j'avais un penchant réactionnaire, et c'est là où je voudrais qu'on t'écoute, je pourrais faire le récit de ma vie comme une acculturation réussie, c'est-à-dire, on t'a biberonné à la modernité et t'as aimé. Et avec le temps, tu t'es dit que c'était pas tout à fait... le récit, et tu finis par mon grand récit d'écrivain que j'ai porté sur plusieurs livres, traite de la modernisation de la France,
via tous les mythes modernistes, plan quinquennaux, aménagement du territoire, sont le fantasme d'un pays. Mon histoire personnelle en est l'illustration. C'est pour ça que nous voici au Lévite. Ah, je peux vous montrer ma maison sur la carte. Voilà. À droite en bleu dans le virage. Parce que ça... Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un plan que je peux encore faire. J'ai fait du vélo, là, beaucoup. Et c'est un plan, j'exagère à peine en disant que je peux le faire mentalement. Ouais. Oui. Parce que je connais très bien le nom des placettes, enfin, ces espèces de paysages très bizarres, parce que il y a une raquette qui est hyper célèbre. Alors on est au bord de l'histoire de l'art, mais on est quasi dans l'histoire de l'art. C'est dans GTA 3, je crois, San Andreas, où c'est le lieu où le jeu commence, et donc bon, très vite ça bascule dans la guerre des gangs. Mais quand on voit cette raquette qui, pour la plupart des gens, signifie hyper fort le Los Angeles fictif de GTA, moi c'est mon enfance, bizarrement. Oui. Ces espèces de lotissements un peu improbables qu'on fait Flores maintenant, mais celui-ci était l'un des premiers à être aussi radical. Oui, et puis aussi grand, oui. Et puis il sert de lieu de tournage encore aujourd'hui, ce qu'il est assez préservé. Oui, alors je sais pas, je pense que ça a été documenté, mais oui, on le voit souvent, soit dans des films, soit dans des publicités. Oui. Sorte de choses bizarres, quelque chose qui était totalement ordinaire, un peu banal, un peu moche même, et qui se retrouve, et c'est là où je trouve que c'est assez intéressant, au bord du classement historique. Oui. On n'est pas très loin. Et ce qui est drôle, alors moi j'en ai beaucoup souffert parce que ça nous empêchait de jouer au foot dans les parcs, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de règles très très contraignantes d'urbanisme, mais qui étaient des règles de mémoire un peu associatives. Ce n'était pas du tout des règles extérieures. Et donc ces espèces de règles ont fait que le quartier s'est autoclassé. C'est-à-dire qu'il a très peu changé. Oui. Très très peu changé. Et j'ai souvenir, c'est un gars que ça n'a aucun intérêt, mais de quelqu'un qui avait rehaussé son toit, qui avait mis des chevrons en briquettes pour remonter son toit. Et il n'a pas eu le droit, le permis il a été refusé, et les briquettes sont restées quelques mois, quelques années, puis les briquettes sont reparties, et la maison est restée totalement identique. Ce qui est assez bizarre, parce que moi je m'étais beaucoup intéressé au lotissement des années 60, donc une génération avant, spécialement autour de Vélizy, et c'était vraiment très fractal, c'est-à-dire il y a un bloc, et puis les gens rajoutent des choses, rajoutent des choses. Là, les gens ont rajouté des vérandas un peu. Mes parents avaient rajouté une véranda, mais plutôt derrière, mais sinon c'est totalement figé. Ce qui est quand même, on est presque un cas singulier de lotissement non classé à l'UNESCO, mais qui joue quasiment dans cette catégorie. Il y a sans que ce soit dit. Sans doute le montage, ça s'appelle une affule, c'est-à-dire c'est comme une copro, mais sans... Oui, voilà, c'est ça, qui était très... Moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'ils étaient très, très puissants dans les espaces verts. Oui. Et dès qu'on jouait trop au foot, il y avait à l'époque, je sais pas, enfin, ça n'a pas changé, les arbres ne changent pas de nom, il y avait des pyricantha, donc des buissons très piquants, qui apparaissaient comme ça sur les terrains de foot improvisés. Donc, il y avait une sorte de guerre comme ça, territoriale, que nous avons perdue. Et en fait, tu grandis dans la Mayenne, tes parents se sont installés là ? Oui, ils se sont installés là en 87, donc mon entrée en CE1. Donc moi, j'ai grandi un peu... Pourquoi sont-ils partis et surtout, pourquoi ont-ils choisi d'être là un fantasme à l'américaine ? Non, alors c'était très cohérent avec le parcours professionnel de mon père, qui est un parcours vraiment professionnel très de l'époque, c'est qu'il travaillait chez Carrefour. Oui. Et donc, il a suivi le parcours ordinaire de chef de rayon, chef de secteur, enfin ordinaire, sorte de promotion sociale. Et après, il est devenu acheteur au siège, qui était à Évry à l'époque. Il achetait des assiettes, essentiellement. J'ai quelques couteaux rigolos de l'époque, mais pas beaucoup, qui ramenaient de salon, le sorte de couteau suisse tout intégré, un peu à la Chaplin, qui fait salle de bain portative. Donc c'était, je pense, de leur côté, c'était un récit très proche de ces années-là. C'était une ascension sociale, en tout cas un transfert, parce qu'ils avaient grandi dans un bourg rural, et Menfi leur représentait un attrait. Je ne sais pas exactement ce qu'ils y cherchaient. Oui, parce que ce qui est particulier, et puis c'est pour ça qu'on parle d'architecture et de ville, puisque c'est un peu... Parce qu'en fait, ils sont pas ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas une très grande culture télévisuelle, c'est-à-dire que moi, c'est un lotissement que je verrais dans les séries américaines que je verrais. Ah, oui. Mais eux ne l'ont pas choisi là-dessus. Ils l'ont choisi sur d'autres critères que j'ignore. Parce qu'en même temps, il y a une autre chose qui va arriver dans la discussion, c'est que Mency se construit un peu contre la ville nouvelle d'Évry, en fait. D'ailleurs, il y a des photos d'archives où les gens de Mency manifestent avec des banderoles en disant « Nous ne sommes pas Évry, nous ne sommes pas la ville nouvelle ». Donc, ouais, il y avait des jeux. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeux qui sont très tardifs, mais que j'ai vécu un peu localement. C'est que mon école primaire, est dans ce quartier, à la place de l'ancienne ferme de la Verville. Et quand j'arrive au collège, il y a une micro-mixité sociale, parce que c'est une ville quand même socialement quand même plutôt homogène, mais arrivent des gens qui habitent dans les quelques quartiers de Tours qu'il y a.
Oui. Et c'est intéressant, moi je le vois, je l'ai raconté plusieurs fois, mais très concrètement, c'est là que je découvre le hip-hop, où j'ai des camarades qui écoutent le hip-hop, et voilà, et ça change complètement d'esprit. Les tensions, il y a des tensions sociales, je ne veux pas dire qu'elles sont bonnes enfants, parce qu'on ne voit pas grand-chose enfant, mais en fait, moi, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je percevais les choses enfants. La vérité m'importe peu, et je savais, par exemple, qu'au loin, alors, Évry, c'était encore au-delà. Évry, c'était très très loin. Le sujet, c'était plutôt Corbeil, c'était plutôt les Tarterets, parce que c'était l'endroit... alors, il y a eu la construction d'un lycée ensuite, oui. Mais c'était l'endroit où, en toute logique, j'irais au lycée. Oui. Et donc la ville, voilà, c'était construit comme ça. Et ce qui est très singulier, j'ai découvert ça sur le tard, c'est que si on regarde une carte de l'agglomération parisienne, à l'époque, après nous, c'est la Beauce, quoi, ou oui. Gâtinais, et Paris s'arrête là. Donc il y a un urbanisme continu. Et donc c'est au-delà d'une expérience de banlieue, c'est la banlieue d'une banlieue. C'est quelque chose de très singulier. En plus, comme derrière, c'est un peu classé, je pense aux villes comme Chancueil, Chevannes, tout ça, qui sont un peu jolies, qui sont des villages qui, eux, sont dans des... Ouais, j'aime bien sentir intuitivement des choses dont je découvre qu'elles n'appartiennent pas à une sorte d'éternité, genre c'est comme ça qu'on a toujours fait des maisons par ici, mais qu'en fait tout ça est très stratifié, notamment par le fait que ce soit des parcs naturels, etc. Oui. Et donc découvrir qu'un paysage que je croyais naturel, cette nature elle-même, elle obéit à des normes juridiques. C'est toujours un petit vertige de découvrir ça. C'est comme si on soulevait la carte et que je croyais voir un champ, et en fait ce champ était un règlement d'urbanisme. Oui. C'est pas inintéressant. Tu dis dans une vidéo que j'avais attrapée là, mais que je peux répéter, que quand tu fais du vélo depuis Mency à 10 ans, naturellement tu vas vers le Gâtinais. Et tu dis, j'aurais pas eu l'idée d'aller vers Paris. Ça semblait en vélo complètement contre. Moi, ma base d'adolescent pénible à partir de mes 14 ans, c'était je m'ennuie. Oui. Je suis des clubs dans les espaces verts. Pas une seule fois, j'ai pensé aller à Paris en vélo. Oui. Et je pense que c'est pour ça que je suis venu à vélo aujourd'hui, en fait. C'est pour défier l'adolescent que j'étais. Oui. Alors, je ne l'aurais pas fait tout le temps, c'est beaucoup, mais bon, c'était... en plus, il y a les quais de Seine, voilà, c'était pas totalement... C'était pas totalement aberrant. Et ouais, on regardait, c'était assez bizarre. Paris, j'ai dit quelques fois, la fenêtre de ma chambre donnait plutôt, je crois, sur le nord, et je voyais vraiment une sorte de lueur rose au loin. Je savais que j'étais dans l'agglomération parisienne, oui. Mais j'y étais pas vraiment. Donc c'est une expérience bizarre. À vivre, c'était pénible. Avec le recul, c'est comme ça qu'on connaît le mieux les villes, en fait, avec une posture un peu, on les voit de loin, on les désire plus, etc. Mais ouais, j'allais pas... À ma décharge, la vallée de l'Essonne est difficile et raide. Donc voilà, il y avait ce qu'on appelait les virages. C'est juste pour revenir ici, en fait. Oui. Les grands virages ronds, les sortes d'épingles à cheveux comme ça. Donc, l'attraction aurait pu être de Corbeil ou Évry, adolescent en vélo? Tu vas vraiment vers le sud, en fait. Ouais, en plus, alors et puis c'est aussi lié à mon lycée, parce que le lycée, d'un coup, débarque dans mon lycée, pour le coup, des vrais périurbains. Moi, je ne suis pas vraiment un périurbain. Oui. Je suis plutôt un banlieusard à Mency. Et là, arrivent des gens qui vivent dans un cercle de villages, qui sont vraiment des villages extrêmement ruraux. Et quand je vais... et bizarrement, ma sociabilité, j'ai plus souvenir d'aller à des fêtes là. Je suis assez peu, en fait, allé... Évry, c'était vraiment la capitale du shopping, quoi. C'était vraiment Évry 2 qui était écrasant. Et Corbeil, c'était plutôt le cinéma dont j'oublie le nom, Arsène. Dès que tu fais du placement de produits, tous les Essonniens ici sont ravis. Ça existe toujours? Mais bien sûr. Oui. Et alors, j'allais aussi à Musique s'inspire pour acheter des flûtes à bec. Enfin, voilà, j'ai toute une gamme de choses. Ça, c'est le centre commercial, donc la ville américaine qu'on peut imaginer. Encore, mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que je m'en suis rendu compte après en marchant ou en faisant de... Alors ouais, les jeaneries, ça c'est vraiment... Voilà, tu as écrit un article... J'ai une petite anecdote. Parce que, en fait, moi, je vous ai découvert d'abord à travers vos chroniques. J'ai travaillé à ce moment-là à la médiathèque du centre commercial de l'Agora. Et je vous ai entendu un matin, j'allais travailler, c'était au moment où je pénétrais à Évry, et vous avez fait une petite chronique sur le centre commercial et cette boutique Western Candy. Je suis un peu déçu, je la voyais beaucoup plus spectaculaire. Parce qu'elle avait de mémoire, elle avait des portes de saloon. Voilà, et c'est indien. Quand même. C'est ça, voilà. C'est la seule qui est de l'époque. J'ai croisé... De 75. On s'est rencontré avec le propriétaire, le gérant de cette boutique, et on s'est dit ce serait vraiment très très bien de vous faire venir au Aurélien Mélanger. Et on n'a jamais trouvé l'occasion, et c'est pour ça que voilà. Ah, c'est drôle, donc...
Tu as écrit un article dans Bazar sur la façon dont, adolescent, tu sors d'une tenue un peu neutre et comment les années 90... Ah bah pire que neutre, ma mère m'habillait avec des bermudas et des chaussettes écossaises montantes. Donc c'était... T'as bien fait d'arrêter. Voilà. On était sur quelque chose Mais tu chroniques même, c'est là où c'est à la fois l'âge et en fait tu as vraiment un regard particulier sur ça, c'est-à-dire la petite histoire personnelle, comment elle rencontre la grande. Tu chroniques les briquets Zippo, les t-shirts Waikiki, les Fido Dido. Ouais. L'arrivée des tuniques. En fait, c'est intéressant, je m'en suis rendu compte après, c'est que tout ce qui est lié à l'habillement et ce qui est lié à la musique qu'on écoute, bizarrement, adolescent, c'est pas vraiment des expériences d'émancipation, c'est des expériences assez douloureuses. J'ai plutôt honte de la façon dont je m'habille, dont je suis pas habillé correctement, de la musique que j'écoute, que je devrais écouter, etc. Et je me rends compte avec le recul que l'habillement ou la musique, c'est de la sociologie réifiée, en fait. C'est de la sociologie. Oui. Et en fait, accédant à ça, je découvre tous les déterminismes sociaux qui régissent mon monde et c'est assez vertigineux. Donc c'est un moment un peu désagréable de l'adolescence, mais qui est assez banal en fait. Mais j'essaie toujours, en plus maintenant j'ai une fille qui est adolescente, mais j'essaie toujours de me souvenir à quel point c'est pas rien quand les parents disent que c'est pas grave en fait. De l'intérieur, c'est totalement tragique, ces choses. Donc c'est intéressant de s'en souvenir. Par contre, tu as gardé un intérêt pour les objets, pour le design, parce que dans toutes les chroniques que tu fais régulièrement, il y a quelque chose, un rapport à l'art par les objets. Parce que tu viens de dire la sociologie réifie, c'est-à-dire il y a un sens dans chaque objet, mais c'est très important dans ton travail. Oui, c'est vrai. Bah, alors, à quoi c'est lié J'ai souvenir qu'à l'époque, j'avais une passion, c'était pas du tout solide. Je faisais des tables de salon en canettes de coca, mais sans aucune autre structure que ça tenait avec de la colle super glue. Oui. Donc, je pouvais juste poser un livre très léger dessus, un magazine, sinon, c'était vraiment pas solide. Mais c'était pas mal, c'était des meubles triangulaires de toute taille. Et c'est drôle, en fait, de se rendre compte comment la marchandise... Victoire totale de Coca-Cola, en fait, d'arriver dans la chambre d'un adolescent. C'est beaucoup plus problématique, je m'en suis rendu compte avec le recul, et c'est assez universel, je pense, pour les garçons de ma génération. C'est l'arrivée de l'alcool, comme ça, par le merchandising. C'est-à-dire, moi, avant d'avoir bu de l'alcool, j'avais des bouteilles de whisky dans ma chambre. Oui. Un peu jolies, machin. Par l'objet, en fait. Ouais, par l'objet. Avec le recul, je fais, waouh, ils sont forts. Et je collectionnais, évidemment, mes paquets de cigarettes. Ça a l'air d'être un détour, parce qu'on va revenir à ta passion pour les cartes et pour un buffet dans une gare RER. C'est la gare RER d'Evry. Inauguration. C'est inauguration 75. Génial. Et en fait, comme ça tous les matins. Ça serait pas mal. Ouais. En fait, je voulais absolument faire un détour par quelque chose que tu cites enfant, c'est-à-dire assez jeune, tu vas aller au Louvre. Et ça a l'air d'être moi aussi un détour, mais j'ai fait parler Panayotis Pasco, le stand-upper qui a grandi à Bondoufle, et qui expliquait que le RER, souvent les gamins de nos territoires vont au Halles, parce que c'est la station. Je voulais savoir, parce que tu vas vraiment découvrir une passion pour ce tableau dont tu dis que c'est ton préféré, l'Homme au gant de Titien. C'est pas banal d'aller de Mency en RER au Louvre, découvrir Titien, Poussin. Non, c'est vrai. Alors je pense qu'avant Paris, c'est les vitrines de Noël de la Samaritaine. À l'époque où la Samaritaine était un îlot et donc les vitrines faisaient le tour, c'est beaucoup plus beau que les Galeries Lafayette où on défile. Là, c'était vraiment. Donc Paris, c'était. Alors c'est un peu gênant à dire comme ça. Paris, c'était la capitale du luxe. Ce qui me plaisait, c'est que c'était très brillant, vraiment. Oui. Premier degré, ça brillait, c'est de l'or, ça me plaît. Et l'art, en fait, c'était quasiment un sous-produit. Enfin, j'ai pas attendu LVMH pour avoir un problème, d'articuler bizarrement les deux. Oui. Que l'art, c'était aussi une sorte de sous-produit du luxe, etc. Et donc le Louvre est venu dans un second temps. Bah, c'était tout simple. Tu l'as fait seul ? Oui, en fait, c'est les premières fois que j'allais. Alors, avec mes parents, on faisait beaucoup de sorties culturelles. J'ai souvenir d'avoir été dans la plupart des musées parisiens avec eux. Pas tous les week-ends, mais on y allait assez souvent en voiture. Et par contre, en voiture, ouais, l'époque était à la... le RER est arrivé un poil tard, hein, je crois que c'est 95 à Mency. C'était pas le RER, c'était c'était un autre truc, je sais pas. Et peut-être il n'y avait pas le dimanche. Oui, c'était plus difficile. Et ben moi j'ai appris sur le tard le principe du RER et je le prends jamais à Paris alors que c'est normalement les déplacements interhumains c'est fait pour ça. Le RER c'est très bien cadencé, donc ça sert à ça. Oui. Et moi je suis encore angoissé de Mency et je prends jamais le RER parce que pour moi le RER si on rate le RER de midi 15 il faut attendre 13h15. Alors qu'en fait non, ça c'est vraiment au bout de ligne qu'on a ce problème et de façon marrante. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à vélo c'est ça, c'est RER pas trop sûr. Oui. Donc bref et en fait le Louvre était gratuit. Un secrétaire d'État au transport.
Donc le RER, c'est 95. C'est vrai, c'est un peu plus tard. Et non, mais voilà, et le Louvre était gratuit le dimanche matin, je me souviens. À l'époque, c'était pas gratuit pour les moins de 18 ans, c'était seulement gratuit le premier dimanche de chaque mois. Et donc le premier dimanche de chaque mois, j'allais à Paris et j'allais au Louvre. Là, j'étais très content. Et alors, enchaînement d'idées, tu vas faire des études de philosophie, là tu seras parti de l'Essonne. Par contre, tu es une vraie passion pour Poussin. Qui date de ces années-là, absolument, où les 4 saisons étaient dans une sorte de salon ovale. Maintenant, elles sont alignées, c'est mieux. Mais à l'époque, c'était central. Ça donnait l'impression que le centre du Louvre, c'était les 4 saisons, donc une sorte de pièce hexagonale, octogonale, pardon, où il y avait porte, tableau, porte, tableau, porte, tableau. C'est pas un peintre qui est si facile, hein, parce que c'est un peintre un peu intellectuel. Tu dis que d'ailleurs, je suis assez. Alors, il y a une part de snobisme, mais en même temps, j'aimais bien le fait. Alors, c'est pas. Si, c'est un peu tout. C'est un peu évident dans tout. C'est le fait que les scènes sont souvent décentrées. Il y a une grande scène mythologique au premier plan, et il y a un plaisir à représenter des nuages et des arbres dont on voit très bien que c'est pas des vrais arbres, pas des vrais nuages. Voilà, il y a quelque chose de bizarre qui m'a toujours charmé. Et c'est vrai qu'il y a une collection qui s'appelle Manu au musée qui propose à des écrivains de se faire enfermer une nuit dans un musée. J'ai tout de suite pensé à Poussin, parce que c'était pas très original. Plus c'était le Louvre, j'aurais pu demander un truc plus loin de chez moi. En même temps, tu associes quelque chose qui est assez inattendu. Tu dis que Poussin, parce que c'est pas une peinture facile à aimer, hein. C'est facile de dire que c'est bien, parce que un grand paysage, on reconnaît des thèmes mythologiques. Mais tu dis qu'il y a quelque chose d'un peu philosophique dans la façon d'aller du premier plan vers l'arrière-plan, en fait. C'est-à-dire de voir c'est pas très c'est un peu éclairé là, mais voir le personnage, puis voir l'eau, puis voir l'arrière-plan, puis voir les nuages, et que le chemin philosophique ou l'apprentissage en philo, tu faisais un rapprochement avec ça? Oui, oui. Alors moi, je me suis un peu trompé parce qu'il y a plein de scènes qui sont des scènes bibliques que j'ai pris pour des scènes philosophiques. Alors celle-ci, c'est In Arcadia Ego, c'est des bergers qui découvrent la mort. Mais il y a quelque chose, à l'époque, c'est vraiment mon surmoi de jeune élève brillant, mais c'est compliqué. Je veux faire de la philosophie, et Poussin me semble l'illustration de ça. C'est un peu c'est un peu bizarre en fait, parce que j'ai un côté la ville nouvelle, un côté une vie pavillonnaire, on va dire entre guillemets standardisée, et de l'autre côté un attrait fort pour la métaphysique et des images. Alors c'est frappant, et c'est vraiment frappant dans les tableaux que j'aimais au Louvre. C'est des grands tableaux tragiques en fait. C'est des tableaux de catastrophes, de fin de l'histoire, etc. Et en vrai, ça marchait bien avec l'idée que la ville fonctionnelle, parfaitement finie, avait un peu aussi un côté fin de l'histoire. C'était réglé, voilà. C'était pas un centre-ville chaotique, c'était quelque chose de... Il n'y avait plus de problème. Bon, alors on a découvert qu'il y en avait, mais je pense que c'est lié à ça, ouais. On va y venir. Ton intérêt aussi pour les villes vient de cette espèce et de la modernité, des villes nouvelles notamment. C'est de belles ruines à venir, en fait. Ça va devenir quelque chose d'intéressant s'il y a un lien avec des choses comme ça. Alors moi, j'avais un peu suivi, justement à Évry, il y avait une histoire de bâtiments classés, détruits, qui avait un peu fait la chronique, mais plus généralement, l'histoire de Poussin, donc il arrive à Rome et il va représenter, des fois on voit le château Saint-Ange derrière, etc. Cette fascination pour les ruines romaines qu'on vit dans une civilisation seconde, en fait, que ça a été déjà joué. Et je pense que par rapport aux constructions de béton, on va vivre à peu près la même chose. Les autoroutes, les tours, il en restera toujours, et on voit aujourd'hui qu'on construit moins ou un peu différemment, et il va rester ces grands paysages. Et c'est vrai que ça fait partie aussi d'une redécouverte. Ça m'a mis longtemps à comprendre qu'en fait j'aimais vraiment profondément la Cisse. Au-delà des bouchons, du caractère pénible. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on dit à première vue. Le paysage, c'est un texte que j'avais écrit et puis que j'ai repris dans le bouquin sur Benjamin. Le paysage de la Cisse, voilà, il y avait quelque chose de sublime. Et j'étais assez content parce que pour le coup, c'était un sublime qui avait été très peu... Disons qu'il existait, on va dire, quasi un pittoresque des quartiers populaires en banlieue. Et le pittoresque de la banlieue extensive, un peu résidentielle, existait peu. Et je me suis engouffré là-dedans parce que ça correspondait... Déjà, personne n'avait trop travaillé ça et ça correspondait à des sensations véritables. Et je trouve que dans ton écriture, comme dans beaucoup de choses que tu cites, il y a énormément d'aspects visuels. Tu dis dans une interview à propos de Eurodance, tu es interviewé sur Nova et tu dis quelque chose qui est très étonnant, parce que moi je fais de la peinture et du dessin, c'est que le train est quelque chose d'assez peu visuel, parce que quand on entre dans le tunnel sous la Manche, c'est jour-nuit, et d'un seul coup, clap, ça c'est fini, alors que la route a quelque chose d'un peu... Tu parles d'un matelas un peu surgonflé, tu es un peu en apesanteur par rapport au paysage, et tu vois continuellement le paysage. Tu es sensible énormément à l'aspect visuel de la ville et de sa transformation.
Bah après, c'est venu dans un second temps, parce que moi, l'image que j'avais, c'était un moment, mes parents ont exercé des métiers de commerciaux, et la Bible des commerciaux, c'était ces gros plans reliés bleus, où la banlieue est décomposée en villes, et c'est classé par ordre alphabétique, de Athis-Mons à Wissous, quoi. Oui. Et il n'y a aucun territoire totalement fragmentaire, et qui correspond, alors un peu ce que j'ai vécu en arrivant à Grigny tout à l'heure, mais qui correspond aussi à des choses. À un moment, j'ai fait du handball et on allait jouer toujours avec des équipes, je sais pas, de Draveil ou Brunois, etc. Et chaque fois, la chose se reproduisait, le paysage était cassé, c'est-à-dire qu'on s'enfonçait dans des rues qui donnaient sur d'autres rues. Oui. C'était extrêmement labyrinthique. Et je voyais ça petit par la fenêtre de la voiture ou par la fenêtre du car. Et j'étais vraiment très perdu là-dedans, dans cette immensité-là. Et très tardivement, j'habitais déjà à Paris depuis une petite dizaine d'années, je me suis mis à courir et à faire du vélo en banlieue, et de me réapproprier ce paysage que je connaissais bien, oui, mais dont la continuité m'échappait, a été une vraie conquête importante. Et c'est lié, je crois, à la première fois que j'ai pris l'avion, où j'ai vu toute l'agglomération parisienne briller dans le noir. Une image sublime, où j'ai compris qu'en fait, c'était un objet unique, donc il n'y avait pas du tout lieu d'opposer Paris et la banlieue. Vu du ciel, c'était strictement un même objet, et qui était d'une extrême beauté. Ouais. Et alors, ce qui est très étonnant, parce que c'est une remarque de peintre, ce que tu fais, c'est que tu dis dans une interview que le vélo est un moyen de représentation. C'est-à-dire, c'est comme si je le traduis avec mes mots, c'est comme si un cadre pour Dürer qui veut peindre, voilà, on trace un cadre, et tu décris le vélo comme un outil pour voir. Oui, c'est une sorte de projecteur, en fait. Voilà, c'est très étonnant comme formule. Et c'est la raison pour laquelle j'en fais. Là, je me suis acheté un home trainer bêtement il y a 2 semaines, et j'en ai fait un peu, mais en fait, je vais arrêter. J'aime bien le paysage, quoi. Oui, oui. Même si c'est sur des paysages virtuels bien reconstitués, il y a quelque chose... Et puis tu dis qu'on peut se perdre en vélo, en fait. C'est-à-dire qu'on est continuellement... La voiture, on a tendance à aller d'un point à un autre en prenant à peu près le même chemin, même si... Ah là, alors c'est un cas d'école, je me suis copieusement perdu à 2 reprises. Bravo. Du côté je ne sais pas si vous connaissez le parc de la Cerise, un truc comme ça, le port de la Cerise. Oui. Ouais. Voilà. Je me suis hyper perdu aussi là. Voilà. Donc, et j'étais content. En fait, en vrai, j'étais content parce que c'est des endroits que je connaissais pas. Donc ça rajoutait des petits gribouillis sur mes dessins, quoi. Ah oui, parce que tu as un traceur qui... Bah, je mets mes sorties à vélo sont transférées sur une application, et je les dessine aussi. J'aime bien dessiner les endroits où je suis allé, donc ça fait un... Alors, quand même, pour finir sur le Louvre, tu cites Stache Le Sueur, c'est quand même pas des artistes qu'on connaît beaucoup, hein, c'est du 17e. Tu connais vraiment très bien l'histoire de la peinture et des images. Ouais. Enfin, non, pas très bien, mais l'un de mes meilleurs amis est peintre, et on est allés ensemble à plein d'expos, et il connaît très bien, donc j'ai plutôt à travers lui un bon niveau en peinture. En tout cas, ce rapport à voilà, tu cites la conversion de Saint-Paul comme un de tes préférés aussi. C'est quand même pas mal. C'est compliqué, mais enfin, c'est hyper beau, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? C'est un peu daté. Je vais dire une bêtise pour te faire parler, mais on pourrait penser, vu l'écriture et tes sujets, que tu aimerais Hopper. On pourrait penser que tu aimerais une peinture urbaine. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est très étonnant de penser qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est vrai que quand on voit ce système d'arrière-plan et de découverte progressive... avec un tout petit peu d'imagination, à gauche, c'est la Grande Borne, et on y est. Hein. Et c'est des paysages... Non, mais c'est d'autant plus vrai, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré... quand j'ai commencé à comprendre un peu l'Essonne, c'est qu'il y a plein de parcs avec des folies, etc. Oui. Et ces paysages mythiques, c'était la grande découverte quand j'ai commencé à faire du vélo, c'est que Paris était entouré d'un paysage mythique avec des folies du XVIIIe siècle tout autour, quoi. Oui. Et il y a un monde où le XVIIIe siècle s'arrête sur la Révolution, et il y a un monde qui n'a pas eu lieu, où le XVIIIe siècle s'arrête sur une utopie architecturale bizarre, oui, dont j'avais parlé de Méréville récemment pour l'Essonne, ou d'endroits du côté de... j'oublie où Rousseau a vécu. Enfin voilà, tout autour de Paris. Ouais, voilà, il y a un rayon bizarre. Oui. Et si on rajoute à ça Disneyland ou les aéroports, ça a continué en fait. Oui. L'agglomération a continué à projeter autour d'elle-même, et même les centres commerciaux en fait. C'est des dispositifs esthétiques extrêmement bizarres, un centre commercial. Oui. Une machine à projeter, c'est une boîte vide, etc. Et j'aime bien l'idée que la ville génère ça à sa périphérie. Ouais. Oui. C'est pour ça alors. C'est comme les trous noirs, en fait. On ne sait pas ce qu'il y a dans le centre-ville, c'est pas la question, mais du trou noir, on va voir cette espèce d'anneau bizarre. Et cet anneau bizarre, c'est un peu les centres commerciaux, les parcs d'attractions et les folies du 18e. Alors, ce qui m'intéresse, là, tu as compris que j'avais un toc Évry, c'est que
ce qui va avec ton sujet d'intérêt pour la modernité, c'est qu'il n'y a pas seulement des dalles, celle-ci vient d'être détruite dans Évry, mais on a la préfecture dans laquelle il n'y a pas encore l'hôtel d'agglomération. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est... Ça, c'est à Évry? Oui. C'est hyper beau, ouais. Mais en fait, c'est marrant, parce que je crois que j'y suis allé avec mon collège. C'est 71, donc... c'est niveau Brasilia, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le fort, principe. Ouais. Et alors, ce qui me fait parler de ça, c'est parce que ton sujet sur la modernité et puis sur l'espoir et à la fois... ce que je trouve très touchant, c'est que tous ces échecs de la modernité, tu n'es jamais cynique, en fait. À dire, voilà, on a inventé le TGV, c'était pas forcément efficace, on a inventé des villes nouvelles. Tu vas avoir des petits pics qui montrent un peu l'échec de ces personnages. C'est moins cruel que Houellebecq. Oui, c'est pas un constat d'échec. Voilà, il y a quelque chose d'un peu Alors, on ne sait pas si... disons qu'on ne sait pas si ça sera sauvé totalement dans un temps linéaire, mais en tout cas, ça a existé et c'est des propositions... c'est compliqué, parce que c'est des utopies, c'est des endroits, est-ce qu'on peut y habiter? Qu'est-ce qu'il en reste? Mais ça, enfin, c'est marrant que je ne la connaissais pas. Mais Alors, c'est plus du tout comme ça, parce qu'on a construit l'hôtel Ah oui, c'est pour ça, ouais. Par contre, ce qui m'intéresse de regarder, c'est comment la modernité s'est vendue esthétiquement aussi. C'est-à-dire, elle s'est organisée pour être un peu pop. Voilà, alors, les images de mon ami Dominique Planquette, c'est l'hôtel d'agglomération encore dans les champs. Donc, il y a toute une légende qu'un sociologue qui s'appelle Loïc Valdelorge a décrit sur les villes nouvelles, les 5 autour de Paris, c'est de se sentir un pionnier. C'est-à-dire que les gens qui viennent habiter là s'interprètent comme des nouvelles personnes du Far West, et donc ils auraient vécu quelque chose d'un peu légendaire. Et dans chaque ville nouvelle, même si elles sont différentes, ils racontent la même chose. Mais c'est vraiment parce que je pense qu'en fait, ce qui était vraiment totalement lié à ça, et c'est un livre que j'adore, qui s'appelle, je crois, bouquin américain qui s'appelle Industrial Pastoralisme, je crois, oui, qui est sur les grandes usines américaines des années 60 à la campagne, et qui sont des grandes usines d'informatique, même des grandes usines d'aéronautique, etc., à la campagne. Et l'idéal des villes nouvelles, c'était ça aussi, c'est-à-dire que, alors pour ici, c'était la grande usine IBM au bord de la 6, mais je crois qu'il y avait une tour BASF à Cergy, etc. Il y avait aussi des utopies industrielles et on fabriquait, et c'était un peu les laboratoires de recherche. Oui. Voilà. C'était, on va vivre ici pour vivre une expérience pour le coup très américaine. Oui. Et on réalise pas, parce qu'aujourd'hui la Silicon Valley, on sait plus trop ce que c'est, mais on a fabriqué plein de Silicon Valley. Oui. À Vélizy, c'était une Silicon Valley, et il en reste des bouts. Voilà, il y avait un côté. C'est dans la théorie de l'information que tu parles beaucoup de Vélizy. Alors, voilà, à la fois la légende de la campagne dans la ville, la campagne est en train de disparaître, la modernité arrive, parce que ça a été aussi vendu comme ça. Tu le dis par ailleurs que c'est presque honteux d'être dans un petit village. Il faut être attiré dans les années 90 vers quelque chose d'un peu nouveau. Et en fait, la ville est vendue comme un objet de design, en fait, un peu coloré, un peu... Non, mais avec le recul... si on prend une carte électorale du vote pour l'extrême droite, par exemple, dans la France d'aujourd'hui, à la limite, on pourrait presque dire que les utopies urbaines ont tenu. Et parce qu'il y a un côté... On nous vend une vie villageoise paisible. En fait, les gens expriment un extrême malheur dans leur vote. Et il y a quelque chose... Et c'est drôle, dans un village, en fait, on va avoir assez peu de gens. Dans une tour, et c'est quelque chose qui... C'est inaudible. Enfin, ça a été beaucoup cassé, parce qu'en fait, finalement... L'apogée de ça a duré 20 ans, et après, il y a eu 40 ans où ça a été considéré comme négatif. Oui. Mais le type de vie que ça générait était une bonne vie, je pense. Oui. Mais bon, ça a foiré. Hein. Enfin, mais avec le recul... Moi j'y habite toujours. Hein, moi, je me rends compte que par exemple, les sociabilités de mes parents dans le lotissement Lévis de Massy étaient des sociabilités mauvaises, et intrinsèquement. Il n'y avait pas grand-chose à faire, en fait. Il n'y avait pas de... Tu veux dire parce que c'est trop de l'entre-soi ? Il n'y avait pas d'espace commun. Enfin voilà, il y avait très peu d'espace commun. Ça marchait pas, quoi. Donc il y a un fantasme de village, mais les villages marchaient pas. Alors c'est pour ça que ce qui est surprenant, c'est que finalement, que tu aies été déçu, et tes parents aussi, de la ville américaine de Leavitt, ça se comprend assez avec ce que tu décris là, mais que tu aies l'air d'avoir aussi... mis du temps à découvrir. Je pensais qu'un gamin des années 90 aurait été fasciné par ce côté américain, western candy, s'habiller, découvrir des choses un peu nouvelles avec
Avec le Minitel que tu décris, avec la patinoire, le bowling. Un peu, mais c'est compliqué les années 90, c'est déjà un peu tardif par rapport à ça, quoi. Oui. C'est très court en fait l'apogée des villes nouvelles. Oui. Enfin, elles sont réinventées, elles existent toujours. Mais dans les années 90, elles deviennent un peu violentes. Oui. Et moi, le souvenir que j'ai des années 90, c'était plutôt on casse des tours un peu partout et on fait des sortes de trucs un peu bâtards qui sont des sortes de maisons verticales, enfin des sortes de semi-jumelées, un truc un peu intermédiaire, quoi. Et alors, il y a une question que je ne t'ai pas posée qui est un peu délicate, c'est que quand tu dis Mennecy, tu vas vers le Gâtinais, parce que c'est le terme que le président du département doit avoir passé. À Mennecy, pour moi, la province commence. Et la notion de province a l'air toujours péjorative, parce que c'est une notion qui arrive avec la modernité. Alors, c'est dans une pièce de théâtre de 1830-1850 qu'il y a cette notion de province veut dire un peu plouc, hein. Et on a l'impression que, enfin, puisque tu connais ces territoires, et parce que je travaille à la fois à Évry, à la fois à Étampes, Étampes, c'est déjà un peu la province, c'est une autre ville, un autre rythme, et notre département est un peu à la frontière de ça. Tu l'as senti quand tu te baladais, et quand tu étais jeune dans l'Essonne ? Non, je l'ai senti plus tard en arrivant dans des villes compliquées comme Pithiviers ou Malesherbes. Parce que là, on a l'impression que c'est un peu fini, que quelque chose s'est éteint. Parce que tu as grandi à Argentré ? Très peu, enfin j'y ai vécu un an. Non, mais, et puis tu y es retourné après, c'est vraiment un très très petit village. Oui, enfin Est-ce que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de... Disons que mon sentiment évident, c'était par exemple la province, c'était les jolies petites églises et il y avait plein de jolies petites églises, voilà. Ouais. À partir de Chancueil, vraiment des très jolies églises. Mais en fait, c'est faux parce que j'ai vu une très jolie petite église à Grigny aussi tout à l'heure. En fait, il y en a partout, mais elles ont été englobées. Mais voilà, ça signifiait quelque chose. Il y avait pour parler comme les structuralistes, il y avait le signe village qui était, qui existait. Et puis qui est encore fantasmé aujourd'hui d'ailleurs. Qui existait très, très, très fortement. Bah, là où c'est vraiment frappant, c'est je pense que la ville nouvelle où c'est le plus frappant que je connaisse, c'est Marne-la-Vallée, parce qu'il y a une partie à Braxas, Ricardo Bofill, où on a vraiment fait des choses un peu délirantes, marrantes, des très très gros ensembles. Et il y a toute une partie du côté de Guermantes, tout ça, où on a fait du pastiche néo-briard avec... ça n'a pas beaucoup de sens, quoi, avec beaucoup des fausses moulures, etc. Et bon... Alors tu dis dans une vidéo, tu es interviewé par des étudiants en architecture. Et alors là aussi... à Marne-la-Vallée, non, d'ailleurs c'est l'ENSA. Non. Ah non, ça doit être... oui. J'ai un doute. Et comme on a un président de département, c'est intéressant. Les étudiants te demandent quelle résilience peuvent avoir les villes à venir. Et tu parles de Dourdan, par exemple. Tu parles de villes avec des têtes de village. Bon, tu dis plutôt du mal de Massy. Donc on va passer parce qu'on attendra qu'il s'en aille. Et... c'est-à-dire qu'à Massy, on fait une erreur beaucoup plus grande, à mon avis, qu'à Évry. À Évry, on a fait de l'urbanisme. À Massy, on trace puis on remplit les vides voilà, très intensément. Alors qu'il y a quand même une intention urbaine dans Évry, c'est ce qui me fait préférer ça à Massy. J'ai été à Massy voir. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les étudiants te demandent comment est-ce que les villes pourraient redémarrer, parce que tu as ce regard d'écrivain, et de quelqu'un qui a vécu la banlieue et en même temps de curieux de l'architecture et de l'urbanisme, tu parles de Dourdan comme des villes, puisque sans doute des gens ici connaissent Dourdan, qui sont à la fois petites et qui en même temps pourraient avoir une taille à peu près... oui, qui frôlent l'autonomie. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est très curieux que tu dises ça. Déjà, c'est curieux que tu connaisses Dourdan. Alors, il se trouve que c'est un lien avec ma compagne parce que elle vient pas du tout elle vient de Paris, mais ses grands-parents habitaient à Dourdan et donc c'était un peu c'est fou, ça. Le lien qu'on avait. Donc c'est une ville. Je connais mal Dourdan. Il y a ce très joli château. Ben oui. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec la province dont on parlait, c'est-à-dire des petites entités avec qui ont quelque chose de caractère et qui pourraient avoir un développement. Après, on se rend compte qu'il y a eu ces espèces de monstres. Genre près d'ici, il y aurait la Croix-Branche à Sainte-Geneviève, la Croix-Blanche. C'est ces espèces d'énormes zones, ou à Marseille, plan de campagne, ces espèces d'énormes zones qui ont été... près d'ici, il y aurait un peu la zone de Villabé. Oui. Qu'ont été des machines à détruire la ville et qui n'avaient... il y a eu
C'est étonnant d'ailleurs quand on voit le niveau d'urbanisme. Alors je ne veux pas faire un truc populiste de dire que c'est quand on a fait de la décentralisation et que les élus locaux ont fait n'importe quoi alors que l'État ne fait pas n'importe quoi. Mais quand on passe d'un monde où on fabrique des villes nouvelles à un monde où on fabrique des kiabis à côté de halles aux chaussures, machin, ça ne pouvait pas marcher. Enfin, ça ne pouvait pas marcher. Il n'y a pas de pensée urbaine, c'est ça que tu veux dire? On n'a pas pensé la... La pensée urbaine, c'était de faire un peu de productivité, de vendre des chaussures. Ça correspondait pas vraiment à un besoin. Ça a détruit les villes. Ça a quelque chose de... Moi, je suis marqué par un jour, on est allé boire des bières au bord de la Cisse et on utilisait c'est du bardage de tôle et les tôles, c'était un peu détachées et on les utilisait pour ouvrir nos bouteilles de bière. Je sais pas pourquoi on a bu des bières à cet endroit-là, en mode, c'est presque comme si il fallait profaner ce paysage qui était affreux, quoi. Et on est reparti. Qu'est-ce qu'on est allé foutre là? Et en fait, il y a de 13 exemples. Alors je pense qu'avec l'Agora et Évry, c'est un peu un contre-exemple, mais il n'y a pas d'exemple de centre-ville qui ne s'éteignent pas et qui ne tombent pas dans la mort à 20h le samedi pour ressusciter mollement le lundi. Enfin, il y a quelque chose de France, tu veux dire? Ouais. Et on l'a vu, moi ça m'avait frappé, c'était des images très belles et qui sont, je pense, les plus belles images qu'a produit la crise des subprimes. C'est les centres commerciaux américains vides, où on se rendait compte que il n'y avait pas d'éclairage zénital, donc c'est l'obscurité totale, c'est des grottes, et il y a des escalators transformés en cascades, une sorte de monde totalement apocalyptique. Et on le voit un peu dans les jeux vidéo apocalyptiques, on se bat toujours un moment, on va se battre dans un centre commercial. Et il y a un moment, la ville a produit ça, qui est le moment que j'ai connu, moi, des années 90-2000, jusqu'à tard, parce qu'il y a encore... on commence à ne plus fabriquer de centres commerciaux, parce que ça commence... Et la raison pour laquelle on arrête de fabriquer des centres commerciaux, c'est parce qu'on a accédé à une pensée urbanistique plus haute, c'est que le modèle s'effondre, parce que les gens achètent leurs fringues sur Amazon ou sur AliExpress. Donc c'est tué pour des mauvaises raisons, en plus. C'est pas du tout tué pour... Et de temps en temps, je vois ça m'a frappé à Bourges récemment, des centres-villes qui ont eu des enseignes d'habillement qui ont résisté plus longtemps, parce que la bévue du centre commercial est arrivée plus tard, quoi. Donc, je ne veux pas trop critiquer les centres commerciaux, mais monde singulier. Et alors, il y a une autre chose, là encore, c'est la construction de la ville, puisque je disais que l'esthétique moderniste était là pour un peu vendre le projet, en fait. On va le retrouver dans 2 secondes sur le rapport à une création française importante. Alors là, ce que tu décris, je ne mettrai pas l'extrait, c'est mieux de t'avoir en vrai, c'est que on a une pensée moderne qui vend le futur surdimensionné. On a trop, entre guillemets, plus de lignes de train que d'espace disponible. C'est la comparaison que tu fais avec la cathédrale de Beauvais, qui est la plus grande, mais elle est tellement grande qu'on n'arrive pas à la terminer. On n'a pas fini, et puis elle a commencé... Donc c'est assez curieux, ça, comme façon de penser le territoire aussi, c'est-à-dire parce que moi j'ai grandi et je n'avais pas l'idée avant de te lire, donc c'est pour ça que merci de l'avoir écrit. C'est qu'en fait, ce rayonnement de TGV, tout a été fait pour ça, et c'était la modernité, et c'était génial. Il n'y avait pas à le questionner, en fait. Et tu arrives en questionnant et le rapport au territoire, et le rapport aux espaces utilisés, pas utilisés, et cette espèce de divinité moderne, sans complètement être cynique. C'est frappant. Alors, à la rigueur, on peut sauver le TGV Atlantique. C'était ses couleurs à l'époque. Mais quand on voit la gare d'Aix-en-Provence ou les gares de Arles, en fait, on a fabriqué des sortes de gares au milieu de nulle part, très bien reliées à Paris, mais en fait... l'heure et demie qu'on gagne avec la grande vitesse, elle est perdue dans des sortes de navettes improbables, parce que la gare, elle n'est pas reliée d'aucune façon à la ville, sauf par des bus, il n'y a même pas de tram. Donc oui, il y a eu quelque chose de trop jupitérien, quoi. Ça s'est abattu trop grand. Et le TGV, en fait, aurait presque dû être, dès le départ, et ça le devient sur le tard, un projet européen. Ça fait totalement sens pour les territoires européens, et on a bien vu... Enfin, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que le moment TGV, c'est un moment de bascule qui intervient, je pense, c'est pendant le mandat de Hollande que ça commence à être vraiment très, très contesté, où l'État renonce au TGV, en fait. Sans le dire ouvertement, on va finir, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était trop onéreux. Et dans l'idée d'aménagement du territoire, il y a quand même l'idée de rentabilité économique. Et que là, en fait, la rentabilité économique était perdue, ou alors elle s'est faite sur des sortes de buts spéculatifs bizarres. Le modèle économique de la ligne de LGV Ouest, c'est le boom spéculatif de l'immobilier dans le Morbihan, quoi. Donc c'est pas vraiment de la fabrication de valeur, quoi. C'est plutôt machin qui projette de la rente en périphérie, quoi. Et ce que je trouve intéressant qu'il n'y a pas chez Houellebecq, parce que certains t'ont comparé à ça, c'est qu'il serait beaucoup plus cynique sur cet échec.
Et en fait, c'est pour ça que tu te retrouves dans des écoles d'architectes ou d'étudiants. Il y a un regard, je dirais pas positif, mais une façon de voir comment ça peut continuer, en fait. Moi, j'ai été très marqué par un bouquin génial de Bruno Latour, qui est Aramis ou l'amour des techniques, où il raconte la création d'un métro automatique autonome dans une sorte de friche urbaine du 15e arrondissement de Paris. Et tous les meilleurs ingénieurs de transport de France, des mines et des ponts, etc., se lancent dans le projet. Et le projet rate, ne se fait pas. C'est un projet un peu aberrant où des wagons se détachent, se rattachent, etc. Et par contre, en faisant parler les acteurs, on se rend compte que c'était pas rien non plus. Donc on peut pas juste dire c'était une gabégie d'argent public, etc. Il y a eu quelque chose de... Ça a été un laboratoire de modernité, ouais. Alors pour finir et puis permettre à tout le monde de poser une question, si vous voulez écouter monsieur qui est assez passionnant, il a beaucoup fait de chroniques sur... J'ai un doute, c'est France Culture. France Culture, oui, bien sûr. De 3 minutes. Et d'ailleurs, tu dis, parce qu'on n'a pas parlé d'écriture, mais qu'à un moment donné, tu t'es forcé à écrire des livres en faisant le nombre de signes qu'une chronique exige, en fait. C'est-à-dire le nombre de pages pour faire un 3 minutes, tu t'es donné ça comme objectif par jour et que ça nettoyait un peu ta façon d'écrire. Oui, d'ailleurs, une bonne journée de travail, c'est au-dessus de 3000 signes. Et 3000 signes, c'est une chronique, en fait. Donc j'ai gardé cet étalon. Et je me souviens, un jour, mon éditrice m'avait dit qu'il manquait une scène dans un roman, je crois que c'était le continent de la douceur. Et en 1 heure, j'ai fait les 3000 signes qui convenaient, qui faisaient un joli chapitre sur le commerce de billes comme proto-monnaie dans les cours de récré. En plus, j'aime bien ce chapitre. C'est une gymnastique qui t'est arrivée avec les chroniques radio ? Ouais, et par exemple, avant que j'arrive à écrire des romans et les finir tenait toujours du miracle. Et maintenant, je sais, alors c'est compliqué des fois, mais je sais faire, quoi, si on me donne... Oui. Et c'est marrant parce que ça me renvoie à mon passé de mauvais étudiant. J'étais foncièrement nul en disserte et totalement angoissé par l'exercice de rester 4 heures à produire quelque chose. Ouais. Par contre, je sais faire une chronique sur n'importe quel sujet. C'est quelque chose qui m'est resté. Parce que je l'ai fait 3-4 ans pendant tous les matins, donc c'est quelque chose qui reste. Alors, ce que j'ai mis là, c'est que donc il y a moyen d'écouter monsieur, parce qu'il y a toutes les chroniques. Ah oui, elles sont écoutables enregistrées, en ligne, toujours absolument. Et alors, il y a des sujets ou on peut dire des objets intellectuels. Voilà ce que les puzzles nous apprennent sur le monde, mais c'est la chronique du dessous qui m'intéresse, la beauté des cartes Michelin, parce que je reviens, ça fait une synthèse, attention, c'est bien fait, hein. C'est-à-dire le projet sur les villes nouvelles de transformation de l'Île-de-France a produit des cartes qui sont assez belles, en fait. Tu es assez intéressé par les... J'ai acheté pour un prix délirant un recueil de cartes statistiques de ces années-là, en mode j'achète la documentation 10 ans après avoir écrit les livres, mais je suis hyper content de les avoir. Celle-ci est hyper belle. C'est l'aspect graphique ou c'est aussi la projection d'un espace Non, mais là, pour le coup, c'est un cas d'école, parce que c'est la carte, elle invente le territoire quasiment, parce que c'est un type de projection qui n'existe pas. Oui. C'est super beau, ouais. Oui, parce que comme maladie personnelle, j'ai interviewé les gens qui ont fait la ville nouvelle d'Évry avant qu'ils disparaissent doucement. J'ai tout enregistré, stocké, donc c'est pour comprendre qu'est-ce qu'ils projetaient en fait. Parce que ce qui m'intéresse dans Musée des villes nouvelles à moyen terme. Ouais, je sais pas, ce serait pas mal. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut se positionner avec les 5 autres. En faisant visiter la ville. Pour prendre un exemple qui est tout à fait fictionnel, parce que je n'écris pas de fiction, dans Évry, au Cours-Blaise Pascal, on passe sous un pont qui n'enjambe rien. Ce pont commence... Ah oui, c'est une autoroute qui n'a pas eu lieu. Exactement. Alors j'ai compris ça parce que le tunnel commence, il y a une grille, quelquefois il y a un clochard qui dort dessous. Et en rencontrant les gens qui ont fait les villes nouvelles qui disparaissent tout doucement, celle d'Évry, ils étaient à l'Épévry, je suis été retourné les voir en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une route, il y a un pont qui passe sur rien. Ils m'ont dit on avait un projet de route et on n'a pas eu la suite des financements donc il s'est arrêté. Et je me suis dit on a de la science-fiction parce que ces gens ont inventé une ville nouvelle et c'était avant, donc c'était une vieille ville nouvelle. Donc la puissance de projection mentale se retrouve dans des images, mais qu'on peut comparer avec quelque chose qui n'a pas eu lieu quelquefois. On se rend compte que c'est un projet, avec le recul, assez exceptionnel en fait, la construction de 5 villes nouvelles. Oui. D'ailleurs, c'est très étonnant, mais Feu Strauss-Kahn, quand il était candidat à la présidentielle... avait un projet de ville nouvelle ? Et il voulait relancer des villes nouvelles. Ça, c'est l'ancien maire de Sarcelles qui parlait, en fait. Alors, je dis Feu parce qu'il n'a pas été candidat à la présidentielle très longtemps, mais... C'est quelque chose qui a été beaucoup dit, et maintenant, il est trop tard pour s'en désoler, c'est fait, mais le Grand Paris Express est
l'antithèse des villes nouvelles, parce qu'on a pensé l'infrastructure et il n'y a pas eu d'urbanisme, enfin il y a très peu d'urbanisme, il y a eu j'ai participé à des choses, etc. Il y a eu des préconisations, il y a eu des choses, mais et d'ailleurs, on l'a fait en souterrain, donc c'est très pratique pour relier des centres urbains, mais il n'y a pas eu, ça n'aura pas produit des choses comme ça, quoi. Et alors, ce que tu dis dans cette chronique qui est très passionnante, parce que c'est là où monsieur a un regard qui n'est pas que d'écrivain ou de... c'est le moment d'être taquin, parce que maintenant je me suis rendu compte que c'était très agréable de discuter avec toi. Ce que j'ai lu de plus cruel comme critique, c'est que on a parlé de style Wikipédia, c'est-à-dire d'un style très neutre, d'exposé... de texte. Alors moi, je viens de la philo, et donc cette littérature d'idées, je trouve ça très passionnant. C'est pas du tout une critique, cette neutralité. Ce que je voulais dire, c'est que l'observation des territoires que tu connais bien, ou l'aspect visuel que tu développes dans la façon de regarder le paysage, dans cette chronique-là, tu parles des Tarterets et des pyramides, et tu dis à quel point ces villes sont médiévales, en fait. À quel point la façon de fabriquer les rues, de les imbriquer. Et alors, sur Évry, moi, je pourrais le prouver. C'est exactement comme ça qu'est fabriqué le centre-ville de le cours Blaise Pascal. C'est pas des routes droites, c'est des creusets avec un chemin de garde qui fait drôle, tout le tour sur la dalle, devant la poste, en sortant du centre commercial. C'est exactement comme une ville médiévale, en fait. Et toi, tu l'as observé. Ça risque de leur coûter cher en termes d'aménagement urbain, quoi. Ah ben, ils sont en train de casser les dalles. Mais comment tu découvres ces choses-là? C'est en marchant, en observant? Ouais, c'est des intuitions vaguement étayées. J'avais dû, de mémoire, j'avais dû aller voir à Rouen une exposition sur les peintres d'Ossienne. Et donc, où ils avaient représenté le bon et le mauvais gouvernement, qui sont des villes très très belles, et ça avait dû me rappeler ça. Mais là, sur les Tarterets, je suis tombé sur Instagram sur une fresque qui existe de restauration des Tarterets dans leur état magnifique de la grande époque. Et j'ai trouvé ça totalement... Parce que moi, j'ai connu l'époque où, pour oublier que c'était des tours, on mettait un nuage, un enfant qui tenait un ballon, etc. Et là, la tour intègre l'idée des tours à l'époque où il y avait plus de tours. C'est comme si on avait changé d'âge et qu'on n'était déjà plus dans l'âge de la destruction des tours. Ah oui, d'ailleurs, celui qui a fait ça est un ami à nous qui s'appelle Vince et qui fait beaucoup de... La peinture arrive un peu quand on va détruire les... Ah oui, en plus, ça arrive un peu. Il a peint les visages des habitants du parc aux Lièvres au moment où on détruit... C'est-à-dire que les financements pour mettre des peintures sont souvent en même temps que la destruction. Arrive un peu tard. C'est ça, quand l'art arrive, normalement, c'est mauvais signe. Mais c'est vrai qu'on se rend compte... Alors, le problème des grands... Ça a été... un peu fait, on pense des choses d'Ayo, on pense à Vasarely, etc. Ça a été un peu fait, mais si on se replonge en exagérant à peine le curseur, en faisant une sorte de roman d'anticipation à l'envers, sur un État assez puissant, qui a les moyens, qui décide de faire des villes nouvelles et qui a fait appel aux plus grands architectes, il y a quelque chose d'une utopie à côté, la RDA de la grande époque, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est assez drôle. Et aujourd'hui, je pense, c'était frappant, ça m'avait frappé au moment de l'expo Vasarely. Tout le monde s'est moqué de Vasarely tout le temps, et puis à l'expo, on fait « Ah ouais, en fait, un artiste qui fait faire des œuvres par des industriels pour les afficher dans l'espace public en tant qu'il est communiste, c'est pas totalement insensé. » Et il y a quelque chose de plus... D'ailleurs, un grand pays qui fait un peu ça aujourd'hui, alors il l'a longtemps fait pas très bien, mais c'est la Chine. La Chine est obsédée par la... Enfin, c'est un pays qui a construit énormément de villes nouvelles. Oui. Alors, dans cette chronique, et puis vous n'allez pas hésiter à commencer à pouvoir poser des questions, tu parles de Fernand Pouillon, qui est un architecte remarquable, mais le titre de la chronique est merveilleux parce que c'est l'architecte qui a fabriqué sa propre patine. C'est-à-dire, c'est à la fois de l'ironie, à la fois c'est de la gentillesse parce que tu fais découvrir quelqu'un, mais... Tu veux dire par là que c'est une belle ruine j'aime bien cette chronique, je crois que j'ai arrêté après, c'est quasiment l'une de mes toutes dernières. Fernand Pouillon, il y a un gag moi, que j'ai découvert récemment dans un bouquin sur le postmodernisme dans l'architecture parisienne, c'est que sa dernière œuvre, c'est un conservatoire municipal dans le 19e arrondissement, et il y a une fausse fontaine, comme faisaient Ledoux ou les utopistes de l'architecture tardive du XVIIIe siècle. Et une sorte de moderniste qui finit par faire une fausse fontaine qui déglutit une eau qui est en fait de la pierre taillée. Je trouvais ça marrant qu'à la fin, il y ait cette espèce d'ironie. Et Fernand Pouillon, après, ça ressemble beaucoup, alors que ce soit celle qu'il a fait à Montrouge ou celle qu'il a fait à Pantin, ça ressemble un peu au Palais Royal. C'est les Palais Royaux populaires, mais c'est un peu des petites colonnades. Ce que je trouve assez gentil dans ton regard, c'est peut-être un peu bizarre le terme de gentil, mais c'est au lieu de penser que cette modernité, cette invention de forme est écrasante et a été faite au mépris des gens, tu arrives à trouver dans la façon dont ça vieillit
une espèce de poésie, en fait. Là, je crois, oui, parce que là, en l'occurrence, je crois que c'était des tours à Alger qui avaient été mal entretenus, les 4000 colonnes, donc qui avaient vraiment, qui étaient surpatinées. Mais en fait, contrairement à l'image qu'on a un peu néfaste des grands ensembles, c'était beaucoup plus respectueux que ces espèces de tours spéculatives fabriquées par des régies du bâtiment qui crachent du béton autour des gares du Grand Paris et qu'on va beaucoup voir, qui est une architecture, on va pas redire du mal, maintenant on peut, de Massy. Mais voilà, Massy est... Ça se voit déjà que ça ne marchera pas. C'est pour ça que je suis c'est des choses dont on sait voit... d'avance que dans 30 ans, ça marche. On voit déjà les coulures, quoi. Quand on voit déjà les coulures d'humidité, enfin, on voit déjà qu'il y a un truc qui... Et puis même la pensée urbaine, c'est-à-dire ça ne peut marcher que si les gens qui y habitent sont très riches. Et puis en fait, on voit vraiment le produit financier un peu milieu de gamme, quoi. Par contre, pour toutes les personnes ici qui ne connaissent pas l'architecture, l'art de regarder les choses et de voir le temps qui passe dedans, je vais prendre un exemple qui va parler à des copines dans la salle, c'est que tu fais aussi une chronique sur archéologie des vide-greniers, c'est-à-dire l'âge du monde mourait autour de moi et ce vide-grenier avait quelque chose de pompéien. On pourrait penser que tu te fous de la gueule des vide-greniers. En fait, c'est parce que c'est des sortes de ruines de la modernité. Et puis il faut avoir le cœur bien accroché, parce que les vide-greniers, c'est des jouets auxquels on a joué, qui sont déjà vendus comme des choses vieilles, et puis on se rend compte que rien n'est permanent. Et puis en même temps, on a toujours un peu honte d'aller dans un vide-grenier, mais en même temps, on a plaisir à y aller aussi. On est un peu gêné, et puis en fait... c'est ça qui est bien. Drouot, c'est un vide-grenier chic, mais ce n'est qu'un vide-grenier. Et les musées eux-mêmes sont des vide-greniers. J'aurais pas osé la métaphore. C'est pas le même prix, mais oui. Mais l'âge des objets... C'est vrai que moi, je suis très... Mais je pense que c'est lié au fait que j'ai des souvenirs hyper forts des premiers objets en plastique que j'ai vus. Je crois même savoir, le premier objet en plastique que j'ai vraiment aimé, c'est quand je suis arrivé en crèche. Donc c'est un souvenir, je dois avoir 2-3 ans. Et c'est des fruits en plastique. Des faux fruits en plastique. Et en fait, si on oublie tous les problèmes liés au plastique, d'avoir grandi dans un monde où il y avait autant de plastique, c'est déjà un petit avant-goût du paradis terrestre. Voilà. Faut oublier plein de choses, mais il y a quelque chose de... On devrait s'arrêter sur ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans... Bon, souvenir d'enfance, il y avait des bananes et elles pourrissaient jamais, quoi. C'est ça. C'est Warhol qui dit j'adore le plastique, je voudrais être du plastique. J'ai ajouté la logistique, c'est l'esthétique de notre civilisation. C'est-à-dire tout cet environnement ça rend assez... T'es assez peintre, en fait, de montrer toutes ces zones. Et celle-là est merveilleuse parce qu'elle peut servir de conclusion. C'est que mon tableau préféré, c'est la fenêtre carrée dans une palissade de chantier. Ah ouais. C'est exactement ce que tu décris, en fait. C'est la façon de regarder le monde un peu par encadré, un cadre... Il y a quelque chose de très pictural, en fait, dans ta pratique de la... Et là, j'ai avancé. Maintenant, je peux même dire que mes écritures préférées, j'ai découvert que maintenant, les trottoirs étaient datés. Et donc, en fait, on peut suivre dès qu'il y a des travaux sur les trottoirs, la date a été tamponnée. Et donc, on peut regarder les dates. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire des calendriers exhaustifs. Et on peut suivre chaque jour à sa marque sur un trottoir. Ça, c'est Internet qui permet ce genre d'inventaire. Ça, c'est Internet partager, qui fait ça. Mais par contre, c'est lié à un truc. J'ai vraiment vu quelqu'un avec son rouleau. Je me demandais comment on le faisait. C'est un peu comme les vieux tampons encreurs, là où on pouvait changer la date. Ouais. Si vous avez des questions, parce qu'il y a des personnes qui doivent... Ah oui, j'ai oublié de dire que dans ton rapport à l'art, tu t'es intéressé à Jeff Koons, tu t'es intéressé à Lucian Freud, et tu as aussi écrit pour Thomas Levilan. Absolument, je l'ai vu tout à l'heure, et j'ai écrit dans son futur catalogue, qui est un très bel objet. Enfin, j'ai eu le catalogue entre les mains. Je veux dire, tu t'intéresses pas qu'au passé, à la peinture passée, tu t'intéresses aussi à la peinture... Mon rapport à Jeff Koons, c'est hyper sincère. J'adore vraiment les objets de Jeff Koons, je trouve ça hyper beau. Voilà, ce sont les premières œuvres d'art mais bon, c'est compliqué. Mieux finies que des objets industriels. C'est vrai que t'as un rapport au kitsch aussi, quand même. Avec Jeff Koons, c'est un peu inévitablement, ouais. Oui. Un peu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont lu le travail de monsieur ? Il faut que je reformule pour le micro. Tu demandes quel travail de documentation il y a en amont de l'écriture ? Quelle est l'approche, la préparation, le travail de recherche, de documentation pour aboutir aux différents romans ? Je crois que ça repose sur une demi-déconvenue. C'est que pour la théorie de l'information, mon premier livre, je m'étais extrêmement documenté.
Donc j'ai lu la théorie de l'information de Claude Shannon, j'ai lu des livres sur la théorie de l'information, j'ai lu des livres sur la cybernétique, j'ai lu des livres sur l'histoire de l'informatique. J'étais un peu carré et en fait, j'ai quasiment rien utilisé de tout ce que j'avais lu. Donc, pourtant, il y a de la documentation. Oui, mais et c'est là que je me rends compte qu'en fait, un roman, c'est assez chaotique. Il faut se souvenir qu'il y a quelque chose. Donc c'est important d'être assez à l'aise dans son domaine de compétences, d'avoir à peu près exploré. Et après, il n'y a pas besoin d'avoir un sous-dossier sous le dossier d'écriture. En fait, l'écriture, elle va générer... on a des petits cristaux et puis on sait qu'il y a une piste et que s'il y a besoin, on peut aller chercher, mais il faut que ça reste vivant. Et ça a toujours été mon problème dans l'écriture du roman. C'est que j'ai le fichier, c'est très grossier comme façon de procéder, j'ai le fichier texte, et puis en bas, il y a des mots-clés, des idées bonnes, et il se trouve que je sais qu'une idée, elle vit pas longtemps. Et donc, si l'idée, je la brûle pas tout de suite, c'est pour ça que j'ai adoré être chroniqueur, parce que ça me permettait de brûler plein d'idées comme ça, comme des boîtes d'allumettes folles. Mais si l'idée, je l'utilise pas tout de suite, elle va vieillir et elle m'excitera moins, et elle sera moins vivante. Et ça m'est arrivé plein de fois dans des romans de retrouver des vieilles notes, parce que je suis vraiment très chaotique dans ma façon de travailler. Ah zut, j'ai oublié de parler de ça, il fallait absolument que j'en parle, et je l'ai rajouté, et à la relecture, c'est toujours tombé, parce que ça manquait de... Voilà, ça manquait de vitalité, et donc ça doit toujours se raccrocher à une vitalité. Idéalement, c'est comme un système de mots-clés, quoi. J'ai des mots-clés mentaux, et de mémoire, je sais qu'il y a quelque chose, et c'est long, quelque chose d'intéressant. C'est long, cette partie de recherche? Non, alors là, j'ai un raccourci ChatGPT maintenant, donc ça va hyper vite. Et c'est vraiment je sais qu'il faut que je sais qu'en fait, j'écris très vite et il faut que j'accède très vite à l'information. Et ChatGPT a le mérite, alors il y a 2000 problèmes, mais d'être un peu plus rapide que Google et encore plus rapide que Wikipédia. Et donc, je fais une requête et c'est instantané. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes quelqu'un de foisonnant. Et après... Non, mais il se trouve que c'est mon côté un peu ancien monde. C'est que moi, je suis un lecteur d'encyclopédie. Après, j'ai beaucoup lu Wikipédia. Et maintenant, je peux utiliser des outils comme ChatGPT parce que j'ai plutôt des bonnes bases, en fait. Les fondations... donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur d'autres. Voilà. L'autre aspect qui m'intéresse et qui m'interpelle dans à peu près tous les romans, on reconnaît des personnages réels. Ouais. Il y a toujours un mélange où... Un mélange réel et fiction. Une limite un peu impalpable entre réalité et fiction. C'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent et j'ai pas de réponse en fait. Je sais pas exactement. C'est mon premier livre, c'était ça. J'ai piqué un peu de la vie de Xavier Niel, fondateur de Free, parce qu'à la base, ça m'intéressait, quelqu'un qui avait fait carrière à la fois dans le Minitel et dans Internet. Et je me suis rendu compte que sa vie ne m'intéressait pas, qu'il n'y avait pas de volonté de vérisme psychologique. C'est qu'en fait, l'entité personnage me permettait de relier des choses. Et sans que je me dise, c'est ma méthode, c'est ma méthode. Il n'y a pas un livre qui n'est pas inspiré de personnages réels, sous un faux nom, parce que... même pas tant pour des raisons juridiques, c'est que je m'en écarte très largement. C'est-à-dire, ils ont les bonnes dates de naissance et à peu près les bons événements. Et je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Voilà, c'est pour ça que la critique style Wikipédia n'est pas vraiment une critique. C'est la neutralité du ton, elle va aussi avec cette information dans la façon dont ça fait. Enfin, ouais, c'est quelque chose. Je pique le truc, mais il n'y a pas de. C'est pas une intention. Ouais, puis il n'y a pas de volonté vraiment de fabriquer de la chair. Par exemple, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes personnages, ils étaient peu incarnés physiquement. Bon, j'ai abandonné l'idée de le faire, quoi. C'est regrettable, peut-être, mais c'est pas ma manière, quoi. Donc, si je leur mets... Même, je sais même pas s'ils ont des lunettes, quoi. Enfin, je leur mets rien, quoi. Mais c'est vrai que... Après, alors, c'est quand même souvent des personnages publics. Donc, des personnages publics, moi, ça m'intéresse. En fait, j'utilise le dernier bouquin, je parle du Parti socialiste. Ce qui m'intéressait dans le Parti socialiste, c'est que le Parti socialiste, on voit ce que c'est et on a des souvenirs liés au Parti socialiste. Toute personne qui a été un minimum de conscience politique ces 40 dernières années associe le Parti politique, le Parti socialiste à des choses. Donc c'est une mythologie. Et ben, en fait, un personnage public, c'est une mythologie aussi. J'ai une image pour toi. Sarkozy, c'est une mythologie. On se rappelle de scènes de Sarkozy. Voilà, donc... Alors mon premier roman, que je n'avais pas fini, qui est vraiment un roman de post-adolescence, je devais avoir 21-22 ans, c'était une vie fantasmée de François Mitterrand. Alors ce que j'aime bien dans cette image, parce que je disais que la modernité a vendu du rêve, c'est que le président jeune, il n'a pas l'air, et la France moderne, c'est des usines avec un pylône,
Oui, c'est un type de modernité qui a un peu vieilli. Voilà, c'est ça, c'est complètement fou qu'on puisse penser que c'était séduisant. D'ailleurs, il a perdu ses élections, je crois. Voilà. Et par contre, ce qui m'intéressait, puisque je n'ai pas lu le livre sur le PS, mais avec le Parti socialiste, prenez votre ville en main, c'était des sujets politiques, la ville, en fait, dans ces années. Là, on est en 71, on est avant le raz-de-marée de 77 du PS en France. C'est-à-dire, les sujets urbains étaient des sujets, ce qui a totalement disparu des affiches politiques. Enfin, ils ont subi le travers, 90% par exemple de la pensée, c'est beaucoup dire, mais de la production urbanistique contemporaine, c'est des groupes très réactionnaires de type SOS Paris qui râlent dès qu'on touche à un petit retable dans une chapelle oubliée et qui sont, pourquoi pas, mais qui sont pas du tout capables de penser la ville en dehors que d'un logiciel très paresseux de conservation bien vivre. Et effectivement, ouais, c'est assez bizarre d'ailleurs, cette disparition parce que l'urbanisme n'existait pas il y a 40 ans, aujourd'hui il existe comme métier, mais c'est plus trop un sujet, quoi. Et puis il y a un autre toc, voilà, Jospin vient à l'Agora d'Evry et c'est un événement, en fait. C'est-à-dire comme la ville est nouvelle. Parce qu'il est habillé de façon exceptionnelle. Il voulait provoquer l'événement, quoi. Ouais, l'esthétique de Jospin, c'est un sujet en soi, il faut en faire un livre, mais ce que je veux dire par là, c'est que la ville... C'est une sorte de sosie de Guy Bedos, c'est la ville est nouvelle, et le maire de la ville étant un jeune socialiste, c'est aussi un événement de faire venir un homme politique dans un nouvel équipement qu'est l'Agora, les arènes d'Evry. Ce que je veux dire, c'est que ça n'existe plus, un événement. Moi, je me suis un peu amusé, du coup, dans le dernier bouquin. Alors, il se trouve que j'avais pas compris que le type était une sorte de singularité. C'est le maire de Créteil, qui est maire depuis 1950, quasiment, 40 ans, je crois. Il est maire depuis 45 ans. Et j'aimais bien Créteil. Je trouvais que c'était un bon objet. Alors, Créteil, c'est un peu bâtard. C'est pas vraiment c'est une ville nouvelle, mais elle est pas. Mais neuve, oui, plutôt. Elle a pas le statut à l'étiquette. Mais j'aimais bien l'idée d'imaginer un parti socialiste dans cette ville où il y avait des constructions nouvelles autour d'un lac artificiel. Je sais pas pourquoi, ça me fascinait. Ça me rappelait évidemment L'Arbre, le Maire et la médiathèque de Romer, qui est un film assez fin sur cette question et qui met justement en scène des élus socialistes qui ont un projet de modernisation en Vendée. Il a une pensée urbaine, Romer, comme cinéaste. Ouais, les films sur la ville de Romer sont super beaux. Métamorphose du paysage, c'est vraiment un grand film sur la ville, et c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Ce que j'appelle un pittoresque, par exemple un film sur la ville qui a été marquant il y a 4-5 ans, je crois que c'est Bac Nord, quoi. Où genre la ville, les quartiers nord de Marseille sont montrés de façon éminemment problématique comme un réservoir de sauvages où l'État ne rentre plus, etc. Mais au-delà du fait que c'était catastrophique, il y avait une représentation de la ville comme entité existante, quoi, qui est assez plaisante. Ou alors les inénarrables banlieue 13 et banlieue 13 ultimatum, où l'État, n'arrivant pas à canaliser le problème des banlieues, fabrique un mur autour du 93. Au moins, ça avait le mérite de faire exister l'espace. Alors j'ai une question pour toi, parce qu'on a un copain qui est un maniaque de l'Essonne, qui s'appelle Frédéric Gatineau. Donc tu lui montres un caillou, il reconnaît où c'est dans toute l'Essonne. Et il a fait une étude, tu es dedans d'ailleurs, mais il a 4 pièces chez lui, il s'occupe de la Société historique de l'Essonne, qui date de 1895. Tu rentres, tu prends un livre de François Villon, il y a un post-it parce qu'il cite Grigny. C'est-à-dire il a regardé les occurrences dans la littérature française de toutes les villes essonniennes. Et il a basculé du côté obscur, c'est-à-dire il a regardé tous les films qui ont un décor dans l'Essonne, avec la ville. Et ces documents... Il est tchèque, il a la totalité du tchèque. Et alors, sa remarque quand il fait une conférence, c'est que toutes ces villes de l'Essonne ne sont jamais nommées dans les films. Absolument. Nous ne sommes qu'un décor. En fait. L'Essonne est un truc générique de on ne sait pas trop quoi. Voilà, c'est ça. Les châteaux du 18e, même quand c'est Madame de Sévigné qui est à Courrance, elle écrit des lettres depuis Courrance, donc c'est adressé. Hein. Dans le film, à la fin, il y a les remerciements pour Courrance, mais elle ne dit pas Courrance dans le film. Et à l'autre bout, quand comment ça s'appelle, quand Isabelle Huppert est la daronne, et quand elle sort de Fleury-Mérogis, c'est une prison. C'est vrai que c'est drôle. Et donc, on attend après toi pour que les noms arrivent. D'ailleurs, de façon assez amusante. Par rapport à ça, excusez-moi, mais Clapiche, dans son premier film L'Auberge espagnole, quand le jeune Romain Duris arrive à Barcelone, il sort du métro, je crois, et il dit « ça me fait penser à Bondoux ». Je ne sais pas pourquoi. Et fondamentalement, Bondoux, je ne comprends pas pourquoi ce nom me fait plaisir. Et c'est le jeune qui déambule à 20 ans dans la ville de Barcelone. Et il parle de Bondoux. Alors,
alors ça c'est une autre mauvaise nouvelle que Gatineau a analysée, c'est-à-dire que les noms essonniens, c'est un peu Bondoufle sur Poire ou sur Essonne. C'est à cause de Gif sur Yvette. Voilà, c'est le nom un peu à la con qui veut dire qu'on est dans un lieu à la con. C'est-à-dire que et d'ailleurs, on a parlé à un moment donné dans un documentaire de Bondouflite, c'est-à-dire de zones pavillonnaires qui auraient tellement gonflé que des gens viendraient consulter un médecin. Mais ce que je voulais dire qui était étonnant dans le constat que fait Frédéric Gatineau, c'est qu'on est un décor, et c'est aussi notre force, hein, c'est comme ça qu'on n'a pas été surindustrialisé que dans certaines zones, qu'on a encore, comme tu le cites à Dourdan, des zones qui ont l'air d'être préservées. Je sais pas, en tout cas, on a des typologies très différentes, mais on n'est jamais nommé, en fait. On ne sait pas. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est très curieux, c'est très. Et ça rejoint ce qu'on disait au début sur les Lévites, voilà. Ce décor universel de publicité pour plein de choses. Mais ça s'applique à toi parce que dans toutes les interviews que j'ai épluchées, il y a écrit il a grandi à Évry, donc c'est faux. Il a grandi dans l'Essonne, et donc c'est imprécis. Et il a grandi à Lys, à Bondoufle. Et on s'approche, et c'est en demandant à monsieur directement que j'ai su qu'il était des Lévites. Alors, la question redoutable pour finir, tu n'osais pas l'assumer ou il ne savait pas où c'était? Non, c'était compliqué. Mency, c'était un peu entre deux chaises, parce que c'était à la fois trop bourgeois, et en même temps bourgeois plouc, parce que c'est pas vraiment bourgeois. Ouais. Donc c'était pas facile à dire. Et c'était pas facile. Facile à dire ou le journaliste n'aurait pas connu? Il y avait... Les deux m'auraient embarrassé. Voilà. Les deux m'auraient embarrassé s'il avait connu, ça m'aurait... Parce que j'aurais dit Évry, où exactement, Mency, et puis il m'aurait dit c'est pas Évry, et en fait on serait parti sur des mauvaises bases. Tu participes au flou. Je participe à l'anonymisation de l'Essonne, en fait. Ouais, bravo. Effectivement, ouais. Une autre question, Monsieur Jérôme, tu avais fini? Ah, peut-être. Ça parlait de cinéma, j'aimerais parler du film Athéna, parce que justement c'est intéressant le projet dans lequel il s'inscrit. Donc déjà, le réalisateur qui est vraiment un grand fan de culture urbaine, qui a fait 20 000 clips. Ouais, Romain Gavras sur Athéna. Une imagerie particulière. Moi qui habite juste à côté, Alphonse Daudet, pour ceux qui connaissent, j'ai toujours une vue sur le parc aux Lièvres. Il fait un fantasme du parc aux Lièvres qui n'a jamais été de grand. Parce que Athéna, c'est tourné ici. Oui, en fait, Romain Gavras c'est drôle, je sais pas, a tourné donc ce film qui est une sorte d'émeute urbaine, mais pas un petit peu. Et donc, il a été tourné au parc aux Lièvres, un endroit qui allait être détruit, avec un argument qui est complexe, hein, c'est que la ville a souhaité accueillir le tournage parce que c'était un énorme tournage, c'était une énorme expérience pour les gens qui y habitaient, mais d'un film qui montre l'embrasement d'un quartier et sa destruction presque. C'est pas une expérience en tant que voisin. L'expérience, c'est pas dormir de 1h à 6h du matin parce que c'est des heures de tournage, c'est de voir des charges de CRS répétées 8 fois parce que non mais là on n'a pas la bonne caméra. Ah, c'est drôle, hein. Donc moi j'ai vraiment vu ça de moi je suis jeune donc je fais rien à 3h du matin donc j'y allais. Les parents ceux qui travaillent ça les agace plus, mais bon moi ça a été un peu fun. Et ce qui est aussi drôle c'est que ça a créé un peu d'emploi pour plein de gens qui n'avaient pas grand chose à faire parce que juste surveiller que des trucs se faisaient pas voler, c'était un métier qui était donné à ce moment-là, c'était un peu drôle. D'ailleurs, dans votre question, il y a ce qu'on n'a pas abordé du tout, il y a l'idée du cliché de banlieue, en fait. C'est-à-dire, là, c'est un... Ce qui m'agace, c'est la personne qui fait ce cliché, c'est quelqu'un qui a vécu de ça, il sait que c'est un cliché. Bah c'était frappant. Enfin, moi, j'avais été beaucoup frappé à l'époque, et ça avait été même une des sources de mon bouquin Le Grand Paris, où je voulais traiter du 93 en tant que c'est une mythologie, et je voulais pas du tout dire que faire le truc, c'est pas comme on dit. Je veux dire, c'est vraiment comme la droite dit que c'est vraiment horrible. Et l'une de mes sources d'inspiration, c'était le clip qu'il a fait pour Justice, Stress, qui était vraiment des banlieusards qui viennent molester des Parisiens du centre-ville, quoi. Et alors c'est un peu ambigu. En fait, je trouve que c'est hyper problématique politiquement, mais il y a un génie de la représentation qui m'intéresse. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur l'Essonne, un truc qui m'intéresse, moi, c'est regarder les gens célèbres dans à la fin des pages Wikipédia, personnalités célèbres. Et ce que j'aime bien avec l'Essonne, c'est que c'est souvent des gens très jeunes et qui font des métiers relativement nouveaux. Donc souvent le sport, parfois le hip-hop, etc. Mais c'est des choses, c'est un type de célébrité, enfin voilà, c'est un type de célébrité, pas dire célèbre anonyme, mais c'est des... Si on ne connaît pas, on peut totalement être passé à côté de célébrités de plein de gens. Et donc il y a aussi, bizarrement, en Essonne, cette trame un peu futuriste qui s'est maintenue, c'est quand même la fabrication
de la France de demain. Ah, oui. Et c'est des choses... et c'est des choses qui, pour le coup... Non, mais qui sont intéressantes parce que c'est quelque chose qui est... L'article sur Manuel Valls, l'Essonne, c'est le Far West des socialistes. Les politiques disent, Julien Drey dit ça, ceux qui survivent en Essonne politiquement arriveront à réussir partout. Mais c'est vrai que ça bastonne. Entre Julien Drey et Manuel Valls, en plus, il y a une histoire, une longue histoire. Oui, mais beaucoup de gens de tous bords hein, qui passent par l'Essonne et qui rebondissent après. Et donc, votre question, c'était sur ce cliché, en fait? Oui, non, mais plus que ça, c'est surtout le fait que le parc Pelé est mort sur un cliché. Puisque au final, il n'existe plus, toutes ces tours n'existent plus. Alors que c'est pareil, c'est une tour qui... Dans la réalité, le bâtiment 7, qu'au baladé, il y a un rappeur qui en fait un personnage dans son œuvre. Et au final, on se dit, bon, bah, il faut faire du neuf, les dalles, c'est pas cool, les bâtiments, tous les gens du quartier savaient très bien que ça aurait un quartier qui aurait très bien pu être juste rénové, faire de nouvelles isolations et tout. Mais il y a une idée de, finalement, ça a quand même une mauvaise réputation, il faut changer de page. Et le dernier symbole que donne la mairie, c'est confirmer cette réputation en ajoutant quelque chose de pire. C'est-à-dire quand les gens penseront « Ah, c'était quoi le parc aux lièvres ?» Je sais pas, regarde Athéna. Et au final, c'est... Moi, je peux répondre à ça. Moi, c'est que j'organise avec notre association un festival qui s'appelle Villes Étoiles, donc comment la ville est vue par les artistes. Ça fait 13 ans. Et étonnamment, dès qu'on parle des villes, on a en tête le hip-hop, alors qu'en fait, il suffit de faire un pas en avant et il y a le jazz, la BD, le polar. Mais dans une ville comme Évry, on a tout de suite l'idée qu'on est dans des cultures urbaines, en fait. Je suis passé devant la maison de Sidney Bechet à Grigny, à mi-côte. J'étais un peu essoufflé, mais j'ai pu tourner la tête. C'est-à-dire que le cliché, c'est complètement fabriqué sur ça. C'est-à-dire, si vous êtes en banlieue, en Île-de-France, vous êtes... c'est vrai que j'avais découvert que... je crois que c'est Jarry qui avait vécu à Grenoble, à Corbeil. Enfin, il y a des photos en vélo, lui aussi, oui. Et puis, ce qui va avec votre remarque, c'est que moi, je reprends souvent, on croit que j'ai un toc, mais Évry n'est pas une ville de banlieue, c'est une ville nouvelle. C'est pas la même logique, en fait. C'est pas Et je dis souvent, parce que je le fais visiter et que tout le monde se fout de ma gueule, que la ville nouvelle est réussie puisqu'il y a plus de travail que d'habitants. Et c'était l'objectif des villes nouvelles. Mais elle est ratée parce que 80% de gens sortent travailler pendant que 80% de gens Ah oui, donc il y a des déplacements pendulaires locaux. Mais elle peut encore arriver... Elle a juste de l'avance, si elle n'est pas trop abîmée d'ici là, mais à pouvoir absorber ça. Et complètement hors de ces clichés de grandes zones lointaines de Paris. C'est pour ça que Corbeil, qui a un côté plus village en un sens d'ailleurs, et c'est pas la rue ou les rues autour de l'église, hein, dans Corbeil, c'est aussi que l'ami Claude Breteau qui fait de la photo, qui a 91 ou 95, j'ai exposé chez lui mes dessins. Il y a des gens qui passent, qui disent « Ah, je connais ton frère, ah, je connais ton oncle, j'étais à l'école avec ta tante. » Ça n'existe pas à Évry. Ça. Évry est une ville nouvelle avec un turnover de gens important. Et ça, ces remarques-là, on les trouverait dans des plus petites villes anciennes, de province, entre guillemets. Et c'est drôle de penser que Corbeil est une ville de province et Évry, à côté, est une ville urbaine toute nouvelle. Je pense qu'on a encore du mal à sortir de ces clichés pour regarder comment ces villes sont vraiment. Ouais, non, puis avec la bataille des représentations à mener qui est compliquée. Oui. Une question, une dédicace alors. Vous pouvez... on a une librairie qui est partenaire, et donc il faut acheter tous les livres d'Aurélien Bélanger. Vous ne sortirez pas d'ici tant qu'il en restera un sur ce meuble. Et pour faire original, il vous dédicacera une chips si vous ne pouvez pas. Et sinon, alors ça fait moins vendre, mais nous sommes dans une médiathèque et je remercie encore la directrice de la médiathèque qui a eu l'idée de nous réunir. On peut emprunter des livres. Alors, est-ce qu'on peut en faire dédicacer le livre de la bibliothèque qu'on emprunte? Ça, c'est une vraie question. C'est mal, ça. C'est interdit, peut-être. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.